Je suis très heureux de vous accueillir de nouveau dans cette très belle salle de la Fondation Charles de Gaulle pour une nouvelle conférence des amis. On a eu la joie il y a quelques semaines, en février, d'avoir une conférence sur De Gaulle et l'Irlande avec Pierre Joinnon, vous vous en souvenez peut-être. D'ailleurs, la vidéo a été mise en ligne cette semaine. Le livre L'hiver du connétable, écrit, réédité, à vrai dire, par Pierre Joinnon. Et puis, nous avons eu aussi la joie d'accueillir ensuite Jean-Yves Perrault pour parler de Gaulle et Clémenceau à l'occasion de la sortie, c'est à la fin de l'année dernière, de la sortie du petit livre de Jean-Yves Perrault sur les citations de Clémenceau. Et donc ce soir, eh bien, on va peut-être d'ailleurs parler un peu de Clémenceau, mais on va surtout parler de Gaulle, bien sûr, avec Éric Anceau, que je suis très heureux d'accueillir, j'allais dire de nouveau, parce que vous êtes déjà venu dans cette maison pour parler ce soir de la laïcité. Alors je dis de nouveau parce que il y a 2 ans, pour être plus précis, ça devait d'ailleurs être entre 2 confinements, je ne sais plus très bien à quel moment, je vous avais invité pour un entretien qui avait surtout été vidéo d'ailleurs sur votre livre que vous avez sorti en 2020 sur les élites. Livre tout à fait passionnant sur un sujet qui est toujours un peu passionnel dans notre pays. Et ce soir, eh bien, je vous ai proposé, je vous remercie encore d'avoir accepté mon invitation, de venir nous parler de votre livre. Alors, ça n'est pas votre dernier livre, on parlera tout à l'heure de votre dernier livre, mais c'est votre avant-dernier livre sur la laïcité, un principe de l'Antiquité à nos jours, qui est passé composé. Et comme vous le voyez sur la couverture, ce livre ne porte pas spécialement sur De Gaulle, mais enfin, il se trouve que la photo de couverture, c'est quand même De Gaulle. À Saint-Jean-de-Latran, vous en parlerez tout à l'heure. Et donc, assez naturellement, il me semblait important de pouvoir vous inviter à la fois pour présenter votre livre, mais aussi pour nous parler de Gaulle et la laïcité. On a eu ces derniers mois, on a eu des conférences, par exemple sur De Gaulle et la philosophie. Je prévois, je vous en parlerai tout à l'heure en conclusion, une conférence dans quelques semaines sur De Gaulle et la science. Et bien ce soir, on parle de Gaulle et la laïcité. C'est pas uniquement De Gaulle et l'Église. Il y a dans la salle des grands spécialistes des relations entre De Gaulle et l'Église catholique. On va bien prendre la parole tout à l'heure, mais ce soir, c'est De Gaulle et la laïcité sur un sujet, et c'est tout l'intérêt d'ailleurs de votre livre. Votre livre traite, je dirais, toute l'histoire de la laïcité en France, mais pas seulement d'ailleurs, depuis l'Antiquité, et vous montrez que sur ce sujet, qui est un sujet très actuel et parfois un peu brûlant dans notre société de 2023, eh bien, il faut aussi tenir compte des définitions, de l'évolution de ce concept au travers des âges. Et évidemment, dans un pays comme la France, c'est un concept qui a pris son nom actuel finalement assez récemment, même si en réalité il correspond à des principes qui sont plus anciens, et vous nous en reparlerez peut-être un peu plus longuement. Alors écoutez, en tout cas, Éric Anceau, d'abord, encore une fois, merci pour votre invitation. On va donc vous parler pendant 45 minutes de Gaulle et laïcité, mais peut-être ce que je vous proposerais, c'est un peu en préambule de nous expliquer ce que vous avez voulu faire avec ce livre sur la laïcité, sujet qui donne lieu à une bibliographie particulièrement abondante, comme vous dites en introduction, mais avec parfois des concepts et des approches très floues, et il vous a semblé utile peut-être de bien présenter les choses de façon plus claire pour avoir un débat aussi serein que possible. Alors merci Marc Fosseux pour votre invitation, c'est toujours un plaisir de venir ici. Effectivement, comme vous l'avez rappelé, c'est un petit peu contre-intuitif de mettre le général de Gaulle en couverture d'un ouvrage sur la laïcité. En fait, c'est une idée de mon éditeur. Moi, je voulais mettre une grande manifestation. Vous savez, on voit des banderoles « Vive la laïcité », par exemple en 84, ou à d'autres moments chauds où la laïcité a pu être un petit peu controversée. Et mon éditeur m'a dit non. Comme tu abordes l'État et je vais vous l'expliquer dans un instant, la laïcité, c'est un principe absolument fondamental pour l'État et pour le vivre en commun, en fait. Il est bien que tu tourneboules un petit peu les journalistes et ton lectorat en mettant le général de Gaulle en couverture. Alors, il se trouve que De Gaulle et la laïcité, je suis très heureux que vous m'invitiez ici pour venir en parler. C'est un sujet qui a été très peu abordé par la littérature et l'historiographie. Je me suis plongé avant de venir dans le dictionnaire de Gaulle, que vous connaissez tous. Il n'y a pas, par exemple, d'entrée laïcité.
Bien évidemment, vous l'avez rappelé, Marc Fosseux, il y a des spécialistes dans la salle, on connaît tous la foi, et on va en dire un mot tout à l'heure, du général de Gaulle. Il y a le livre de Michel Brisacier qui date de 98, La foi du général. Ici même à la Fondation, il y avait eu un grand colloque autour de Gaulle et le catholicisme. Un colloque de Bernardin en 2010. Exactement. Mais on a Gérard Abardy qui est dans la salle. Voilà, l'occasion de le saluer. Mais par contre, effectivement, rien sur de Gaulle et la laïcité. Alors on va essayer d'entrer un petit peu dans le détail. Comment est-ce que je définirais la laïcité? Vous savez qu'en France, aujourd'hui, on définit la laïcité par la loi de 1905, du 9 décembre 1905, la loi de séparation des églises et de l'État. Et je dirais, ça n'est qu'un avatar de la laïcité, même de la laïcité française. En fait, la laïcité, on peut la définir par trois éléments fondamentaux. Le premier de ces éléments, c'est en fait le refus de l'assujettissement de l'État et de la société à des formes de croyances, à des idéologies, à des religions. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est une garantie de la liberté de conscience. Et le troisième élément, c'est l'égalité de toutes et de tous devant la loi, que l'on croit au ciel ou que l'on n'y croit pas. Alors, à partir de ces trois éléments, vous avez aujourd'hui sur Terre, il y a 210 États à peu près, qui sont membres de l'ONU. Vous en avez à peu près 120 qui pratiquent une forme de laïcité. Alors, bien évidemment, là je vais prendre quelques extrêmes pour vous montrer la variété des situations. On peut citer la Turquie. Alors je suis d'accord avec vous, la Turquie, depuis l'arrivée du président Erdogan, remet en cause la laïcité, mais n'oublions pas en fait que Mustafa Kemal Atatürk a mis en place une laïcité qui ressemble assez furieusement, je dirais, à celle que nous avions connue, un seuil de laïcité, à l'époque de Napoléon Bonaparte, puisque vous le savez peut-être, Atatürk était un très grand admirateur, en fait, de Napoléon, du Code civil et des lois qu'avait mis en place le premier empereur. Une laïcité en France, une laïcité dans les anciennes colonies françaises, en particulier en Afrique noire, une laïcité également en Extrême-Orient. La Chine est un pays laïque, c'est bien d'autres choses bien évidemment, mais c'est un pays laïque. Et là, je vais vous surprendre et vous allez bondir sur votre siège. Les États-Unis, mais oui, mesdames et messieurs, les États-Unis sont un pays laïque. Alors simplement, c'est une laïcité qui est presque à l'opposé. Oui, parce que je vais dire, la religion, elle est parfois omniprésente aux États-Unis. Elle est omniprésente, mais il y a ce mur de séparation qu'avait mis en place Thomas Jefferson. Et par exemple, on ne peut pas financer aux États-Unis les écoles sur les fonds publics. Alors on est un petit peu abusé par le fait que le président des États-Unis, lors de l'Inauguration Day, prête serment sur la Bible. Je m'empresse de dire que ça pourrait être le Coran à la limite, ou rien du tout, puisqu'il y a des présidents des États-Unis comme Theodore Roosevelt, au début du XXe siècle, qui n'ont pas prêté serment sur la Bible. Et puis, vous avez sur les dollars la fameuse devise « In God We Trust », mais elle est récente. La présence de « In God We Trust » sur les dollars, ça date du président Eisenhower au tournant du second XXe siècle. Alors, il y a un peu un paradoxe, on va revenir assez rapidement à De Gaulle, mais vous dites les États-Unis, pays laïque, et en même temps, on a parfois l'impression, dans une période récente, que les pays qui nous attaquent, parmi les pays qui nous attaquent le plus sur la conception française de la laïcité, il y a les pays anglo-saxons. Exactement, parce que si on, alors attention, il faut les distinguer. Par exemple, l'Angleterre n'est absolument pas un pays laïque. Oui, puisque vous savez que le roi, j'allais dire la reine d'Angleterre, je vais encore rester bloqué à Élisabeth II, le roi Charles III est le chef de la religion anglicane, et une religion instituée en plus. Par contre, les États-Unis, oui, c'est un pays laïque. Simplement, aux États-Unis, je dirais, ce sont les individus, les communautés, la société qui sont protégés par rapport à l'État, là où chez nous, c'est l'État et l'individu qui est davantage protégé par rapport aux communautés, ce que nous appelons aujourd'hui une dérive de l'emprise des communautés, le communautarisme. Donc vous voyez, il y a presque un renversement complet par rapport à ça. Si je peux simplement ajouter un terme sur notre laïcité, je disais tout à l'heure que la loi de 1905, aujourd'hui bien évidemment c'est un fondement, un pilier de la laïcité française. Notez qu'elle a été modifiée à plusieurs reprises, vous le savez peut-être, par la loi de mars 2004, qui interdit la présence des signes ostentatoires dans les établissements scolaires. Et puis, j'ai été surpris qu'on en parle si peu dans les médias, par la loi d'août 2021, qui protège les valeurs et les principes de la République et qui modifie sur des points fondamentaux la loi de décembre 1905.
Il faut savoir qu'en fait, pour beaucoup de pères fondateurs de la Troisième République, il n'y avait pas besoin, non seulement il n'y avait pas besoin de séparation des églises et de l'État, mais elle était même dangereuse, car on se méfiait encore du catholicisme. Et pour quelqu'un comme Jules Ferry, qui connaissait bien l'histoire, il fallait rester dans le cadre du Concordat, car le Concordat permettait à la fois de faire advenir des lois de laïcité, Jules Ferry, c'est les grandes lois, bien évidemment, sur l'école, mais en même temps, bien de garder un œil et une mainmise, je dirais, sur l'Église. Hein. Donc, bon, Jules Ferry, il est mort et enterré au moment du débat sur la loi de 1905. Il est mort en 1891, mais tous les textes qu'on a de lui montrent qu'il était hostile au principe de séparation des Églises et de l'État. C'est pourtant l'un des pères fondateurs de la Troisième République. Voilà, alors vous avez compris que ce livre, non seulement traite de l'histoire, mais finalement traite aussi de sujets de débat très contemporains. Vous évoquiez les lois de 2004, de 2021, vous évoquez évidemment, mais on ne va pas en parler de façon trop importante ce soir, parce que c'est pas le cœur du sujet, mais vous parlez évidemment de la relation avec l'islam et de la façon dont la conception de la laïcité en France est aujourd'hui un peu bousculée par la place que prend l'islam dans notre société française et européenne. Alors, si on revient à De Gaulle, finalement, je crois qu'il y a un peu trois temps historiquement à distinguer dans cette relation entre De Gaulle et la laïcité. Il y a la période, je dirais, De Gaulle avant De Gaulle, si je puis dire, en définitive la personne même de Charles de Gaulle, hein, famille très catholique, en même temps assez iconoclaste, et un jeune garçon grandissant dans un univers catholique parisien, mais aussi en plein moment des tensions et des débats sur la laïcité. Il y a ensuite évidemment la période de la guerre, la Deuxième Guerre mondiale naturellement, et toutes les questions qui peuvent se poser autour de ça par rapport à une Troisième République qui en avait fait un sujet central, et finalement on se rend compte qu'à la Libération ça devient un petit peu moins, quel rôle De Gaulle a joué là-dedans. Et puis, naturellement, il y a le De Gaulle souverain de la Ve République et la relation qu'il a par rapport à cette notion, la relation qu'il a avec les églises, etc. Alors, première partie, Charles de Gaulle lui-même. Là, vous allez évidemment nous parler de Charles de Gaulle et éventuellement de sa relation avec la foi religieuse, mais quelle est, selon vous, la conception que Charles de Gaulle a de cette notion de laïcité qui est si ancienne dans l'histoire de France, qui en même temps... sur certains aspects de ses convictions personnelles, peuvent un peu heurter, en tout cas, son univers familial. Oui, alors De Gaulle a 15 ans, hein, au moment où la loi de séparation est votée en 1905. Il est dans un milieu catholique, vous le savez, d'abord catholique par sa mère, Jeanne Maillot, qui est très dévote, hein, une messe quotidienne, bien évidemment par son père, Henri de Gaulle, hein, très pratiquant lui-même, qui est desservant à saint Thomas d'Aquin de la messe, et puis qui enseigne dans des établissements catholiques et chez les pères jésuites. Le jeune De Gaulle fréquentera, vous le savez, ces établissements dès sa petite enfance et plus tard dans son adolescence, le primaire à l'école Saint-Thomas d'Aquin, le secondaire au collège de l'Immaculée Conception, où son père enseigne le français et l'histoire. Le petit De Gaulle est un féru d'histoire. On va en reparler, je pense, également dans d'autres moments, et de l'État et de l'histoire de la monarchie française. Et c'est ce que je rappelle dans mon livre. La laïcité française, elle naît aussi dans un contexte, je dirais, d'affirmation de l'État français et par les Capétiens par rapport à deux puissances dominantes au XIe, XIIe et XIIIe siècle, qui est d'une part le Saint-Empire romain germanique et qui est d'autre part la papauté. Et les rois capétiens, Saint-Louis puis son petit-fils Philippe le Bel, vont s'affirmer en fait face à ces deux pouvoirs en profitant de leur rivalité. Et vous savez que quelque chose qui est très cher au général de Gaulle, outre la nation bien évidemment, c'est l'État, l'État qui a fait nation dans notre pays. Et il sait, parce qu'il connaît bien notre histoire, eh bien que cet État monarchique s'est affirmé par rapport aux autres pouvoirs. Et bien évidemment, ça n'était pas la laïcité telle qu'on la conçoit aujourd'hui, mais il y avait ici une volonté, d'affirmation du pouvoir de l'État et du fait, en fait, que les sujets du royaume, on disait, vous le savez, on est empereur en son royaume, dépendent avant tout du monarque, avant que de dépendre du pape. Ce sont tous les conflits. Le plus célèbre, c'est celui de Philippe le Bel avec le pape Boniface VIII,
Mais Philippe le Bel était excommunié 2 fois, mais il y en a d'autres. Alors, Philippe le Bel, De Gaulle, on ne parle pas tant que ça, finalement, de Philippe le Bel. Et c'est pas forcément la figure tutélaire qui s'est donnée dans ses référentiels et dans ses références historiques. Mais c'est vrai, vous avez raison. L'affirmation progressive de l'État en France, qui se fait évidemment en opposition avec l'Église, c'est quelque chose à laquelle De Gaulle est très attaché. Pour autant, il y a des souvenirs personnels, et je pense par exemple à des souvenirs de Marie-Agnès Caillot de Gaulle, donc la sœur du général, puisque donc la famille vivait à côté de Saint-François-Xavier dans le 7e, ils ont vécu les expulsions des jésuites. D'ailleurs, je crois même qu'ils ont l'appartement dans lequel ils ont emménagé place Saint-François-Xavier, c'était en fait un appartement qui était occupé par des jésuites et qu'ils ont libéré quand ils ont été expulsés en Belgique. Et c'est comme ça que Henri de Gaulle, qui était directeur de l'école, a emménagé dans cet appartement. Donc, ils ont vraiment vécu ça. Bon, après, ils étaient une famille légaliste, évidemment, qui respectait la loi, mais il y a sans doute eu quand même un moment un peu difficile, même pour quelqu'un qui a tant d'admiration pour l'histoire de France, la construction de l'État. Et d'ailleurs, avec ses frères, il va finir ses études secondaires en Belgique. Au Sacré-Cœur d'Antoine. Exactement. Et tout à fait. Oui, alors on peut revenir sur cet épisode. C'est quand même un épisode marquant pour le jeune de Gaulle. On parlait de cette imprégnation catholique. Le fait qu'avec le ralliement demandé par le pape Léon XIII aux catholiques et aux monarchistes, la plupart se rallient. Alors, il y a ceux qui font de la résistance autour de l'Action française, mais le père du jeune de Gaulle est légaliste, il est rallié à la République. Et il y a cet épisode de l'affaire Dreyfus, où il va se retrouver du côté du capitaine Dreyfus, accusé injustement. Alors, il sait qu'il y a une figure qui intéresse beaucoup dans la littérature de Gaulle, c'est Charles Péguy. Charles Péguy, lui, vient du socialisme, donc c'est pas le même milieu, mais c'est aussi quelqu'un qui a su dire non, quelqu'un qui est un iconoclaste. Et les paroles de Péguy, les écrits de Péguy, vont beaucoup toucher le général de Gaulle. En 1905, quand la loi est votée, il faut savoir qu'il y a, et je vais peut-être vous surprendre ici, une forme de consensus. Alors simplement, les catholiques qui siègent à la Chambre des députés, pour beaucoup d'entre eux, ne votent pas la loi parce qu'ils pensent à leur électorat et ils pensent que ça va avoir un effet très délétère quand ils vont retourner dans leur circonscription. Mais il y a eu des tractations avec Aristide Briand, qui est le rapporteur de la loi. Aristide Briand, il vient quand même de l'extrême gauche, mais c'est un homme d'État, un homme intelligent, et il a fait de la loi de 1905 une loi de compromis. Oui, mais voilà, il va y avoir un double problème. Il faut inventorier les biens d'Église pour savoir ce qui va revenir à l'Église et ce qui va revenir à l'État après la promulgation de cette loi en décembre 1905. Ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, c'est la réaction du pape que l'on attend. On est suspendu à la réaction du pape Pie X, et le pape Pie X, après un délai de réflexion avec ses cardinaux, va condamner dans 2 encycliques, Vehementernos et Gravissimi Officii, la loi de séparation, et va demander à ce que soit faite une entrave à ces inventaires. Et c'est là où les choses vont déraper. Ça va provoquer la rupture des relations diplomatiques. Elle est antérieure. Elle est antérieure. Elle date de 1901-1902, quand le président Loubet a été, à l'invitation du roi d'Italie, visiter Rome. Et comme le pape n'avait pas reconnu, vous savez qu'il avait été chassé de la ville de Rome, il était réfugié au Vatican depuis 1871, comme il n'avait pas reconnu Rome, il n'a pas admis que la République le fasse. Donc il y a une très forte tension et rupture des relations diplomatiques. Mais c'est un élément parmi d'autres qui explique pourquoi la loi d'ailleurs de 1905 a été votée. Loi, je disais, de compromis, mais les conséquences de la loi, elles, ne sont pas de compromis. Le petit de Gaulle voit ça, il en est profondément choqué, et le fait que les pères jésuites, en application de la loi de Valdez-Crousseau de 1901 sur les associations, l'interdiction des congrégations religieuses enseignantes, avec à la nouvelle couche de la loi de 1905, font qu'ils sont expulsés, et le père de Charles va envoyer son fils effectivement en Belgique terminer ses études. Donc là, il y a une période de tension très forte, indéniablement. C'est là qu'on peut faire une première allusion à Clémenceau, parce que vous montrez que effectivement la loi 1905 est une loi de compromis. Oui. D'ailleurs, c'est pas le père Combes qui est l'incarnation de la lutte contre l'Église catholique, puisqu'il est parti, il a quitté le gouvernement, mais c'est Briand qui n'est pas ministre, qui est rapporteur ou président d'une commission, qui est l'auteur de la loi.
Mais c'est dans l'exécution de la loi qu'il y a une attitude un peu dure des gouvernements, et ça change. Parce qu'il y a des élections, je crois, en 1906, et Clémenceau arrive à l'intérieur et il joue plutôt l'apaisement, d'ailleurs, de façon étonnante. Là aussi, Clémenceau, c'est un homme d'État. Il a pu être radical, et il a parti au parti radical, mais radical dans son attitude et dans ses paroles. J'ai été le conseiller scientifique d'un film sur le Sacré-Cœur qui est sorti l'an dernier. Clémenceau, c'est le principal opposant à la construction du Sacré-Cœur. Et il refusera toujours d'y aller, il condamnera le Sacré-Cœur. Mais une fois qu'il devient ministre de l'Intérieur, il dira il faut apaiser la société française. Il aura un rôle extrêmement modérateur, effectivement, dans l'application de cette loi, en fait, de 1905. Alors, je voudrais maintenant qu'on passe à la deuxième période, historiquement, ce qu'on peut appeler le premier passage au pouvoir. Enfin, en réalité, la période qui va de 1940 à 1946. Donc, le De Gaulle, chef de la résistance, et puis le De Gaulle, chef du gouvernement provisoire de la République française. D'abord, est-ce que c'est un sujet central? Probablement pas, d'ailleurs, la laïcité. Et comment est-ce que De Gaulle appréhende ce sujet dès Londres, et puis ensuite, lorsqu'il arrive au pouvoir à la Libération? Alors De Gaulle devient, vous le savez tous, un grand pôle de résistance. Il va connaître des ralliements à l'origine peu nombreux avant que ceux-ci ne se multiplient. Mais ce qui est très intéressant, c'est de voir ceux qu'il rallie, puisque politiquement, vous avez des gens qui viennent de tous bords, mais religieusement aussi. Vous avez dans l'entourage du général de Gaulle à Londres, bien évidemment des catholiques. On donnera dans un instant un nom célèbre et étudié récemment dans une biographie. Mais vous avez également des protestants, mais vous avez également des juifs pratiquants, vous avez des athées, etc., etc. Donc vraiment, il y a une petite frange, je dirais, en concentré, avec laquelle le général de Gaulle va véritablement apprendre à vivre. Alors, il n'en demeure pas moins, il s'appuie beaucoup sur certains catholiques qui l'ont rejoint. Je pense aux catholiques de la Jeune République et du Sillon. La revue qu'on appelle la revue Volontaire pour la Cité est une revue officieuse de la France libre, mais c'est une revue qui compte véritablement et sur laquelle le général s'appuie. Et puis, bien évidemment, vous savez que présent à ses côtés, il y a Thierry d'Argentlieu. Je ne vous apprends rien, il y a la très belle biographie que lui a consacrée Thomas Vesset, et le général de Gaulle rend hommage à Thierry d'Argentlieu, un religieux ardent serviteur de la foi et de son ministère. Et puis le général de Gaulle suit aussi, bien sûr, tout ce qui se passe en France de très très près. Alors, vous évoquez bien sûr les relations avec l'épiscopat français. En fait, il y a des relations, même pendant la période londonienne, il y a des relations au moins épistolaires ou des messages qui sont envoyés, en particulier entre le général de Gaulle et certains évêques ou cardinaux qui ne cachent pas leurs opinions vis-à-vis de Vichy. On pense évidemment à Monseigneur Saliège. Je crois qu'il y a un message qui est envoyé par le général que vous citez dans votre livre. Bon, pour autant, on voit bien, c'est pas la première fois, c'est pas la dernière probablement, que la hiérarchie catholique met un peu à côté de la plaque au point de vue politique dans cette affaire. Et finalement, De Gaulle n'en tient pas tellement rigueur à la Libération. Alors, il s'arrange quand même pour exfiltrer 2 ou 3 évêques qui ont quand même un comportement un petit peu trop visible. Mais pour le reste, je dirais, en dépit d'ailleurs de demandes de certains de ses proches d'ailleurs, pour une épuration plus dure. Dont Georges Bidault. Dont Bidault d'ailleurs, exactement. D'ailleurs, on en parlait avec Maxime Tourdonnet il y a quelques mois quand il était venu présenter son livre. Finalement, De Gaulle fait en sorte que les choses se passent plutôt en douceur. Il faut dire aussi qu'il y a certes des évêques qui se sont trompés, il y en a d'autres qui ne se sont pas trompés, puis il y a la masse immense des catholiques, comme vous disiez, des religieux, les bonnes sœurs, etc., qui eux ont joué un rôle actif dans la résistance. Effectivement. Mais alors, il n'en demeure pas moins, et je vous renvoie au livre de Michel Cointet-Labrousse sur l'épiscopat et le régime de Vichy, qu'il y a quand même des déclarations au début, à l'arrivée du maréchal Pétain, qui pose un véritable souci. On cite toujours, bien évidemment, la déclaration publique du primat des Gaules. Du primat des Gaules. C'est la France, c'est Pétain. Exactement, Monseigneur Gerlier. Donc, et puis d'autres déclarations aussi. Alors, c'est vrai que... Le obsèque de Philippe Henriot. Oui, alors là, à la fin de la période, Monseigneur Suard, l'archevêque de Paris, 1944. Ce qui explique d'ailleurs pourquoi le général de Gaulle acceptera, et ça distingue avec Clémenceau. Parce qu'en 44, il y a un Magnificat à Notre-Dame, et il n'y en a pas eu en 18. Alors en 18, Clémenceau, en tant que chef de gouvernement, ne voudra pas aller
à Notre-Dame, vous savez, et incitera également le président de la République, Raymond Poincaré, et le président de la Chambre des députés Deschalel à ne pas aller à la Chambre des députés. Mais ils peuvent envoyer leurs épouses. Les épouses. Parce que les épouses n'ont aucun rôle, bien évidemment, dans l'État. Nous ne sommes pas aux États-Unis, contrairement à ce qu'on croit aujourd'hui. Hein, il n'y a pas de première dame en France. Donc les épouses, oui, pas de rôle officiel. Par contre, ceux qui occupent des responsabilités à la tête de l'État, non, puisqu'il y a la loi de séparation de 1905. Alors De Gaulle a une autre conception des choses. Lui, ça ne le gêne pas. Donc il ira au Magnificat, mais par contre, il ne veut pas que Monseigneur Suard il soit présent, et c'est donc le curé en fait de Notre-Dame qui donnera le Magnificat. Est-ce qu'on peut dire pour autant, et je reviens presque un peu à la première partie de votre propos, que tout en respectant la laïcité, De Gaulle considère quand même qu'il y a une place particulière de l'Église catholique en France? Tout à fait. Là, ça nous renvoie à l'histoire. Il utilise très fréquemment la formule de France, fille aînée de l'Église. Et puis, c'est l'objet de mon prochain livre, qui sortira, je me fais un peu d'autopromotion, pardonnez-moi, en 2024, sur l'histoire de la nation française. Lui fait remonter la nation française au baptême de Clovis. Donc là, s'il y a bien un acte catholique, c'est celui-là. Donc, pour lui, il y a, alors là, c'est un gros mot, mais on va le prononcer quand même dans ces lieux, il y a une identité de la France, et cette identité de la France est très clairement chrétienne. Mais ça n'est pas contradictoire avec la laïcité. Parce qu'effectivement, comme ce que veut De Gaulle, et ça nous renvoie à la définition que je donnais tout à l'heure de la laïcité, c'est faire nation, faire société, eh bien, la laïcité lui semble un principe fondamental pour y parvenir dans le cas d'une société qui est très divisée par les religions, mais qui l'est encore plus au sortir de la guerre. Et ça nous renvoie à ce que vous disiez tout à l'heure. Bien évidemment, De Gaulle va demander au nouveau nonce, Monseigneur Roncalli, le futur Jean XXIII, d'obtenir du pape qu'un certain nombre d'évêques qui ont été les plus compromis avec le régime de Vichy soient épurés. Il y en aura 7 en tout. Enfin, 3 pour être précis. 3 vraiment, oui. Ouais, 3 vraiment épurés. Des auxiliaires. Oui, tout à fait. Et 4 autres qui, voilà, étant un peu âgés, seront poussés vers la porte de sortie. Donc c'est assez peu au regard quand même d'un épiscopat qui comprend plus de 90 évêques. Et bien avec Bidault, on aurait été beaucoup plus loin. Donc une modération du général de Gaulle qui rappelle également la modération dont il fera preuve dans l'épuration. Il y a des gens qui sont trop compromis, cela il faut s'en débarrasser, mais comme il faut refaire nation, eh bien, il va bien falloir vivre avec ceux qui sont les moins compromis et qui ont fait, si j'ose dire, pour employer une formule chrétienne, pénitence. Et de manière très symbolique, d'ailleurs la photo de couverture du livre l'illustre bien, au moment de la libération, et on reverra ça d'une certaine façon en 58, De Gaulle va voir le pape pour recevoir quelque part la bénédiction, je ne sais pas comment il faut dire, du papal sur la France, parce que il n'aura de cesse en juin 44. Évidemment, il va sur le fond de la campagne d'Italie, mais il demande audience. D'ailleurs, il y a le cardinal Tisserand qui joue un rôle très important d'intermédiaire, parce que dans la curie romaine, tout le monde n'est pas forcément fan de De Gaulle. D'ailleurs, il y a aussi des influences saxonnes et autres qui doivent s'exercer probablement, mais Tisserand joue un rôle très très important, et De Gaulle n'aura de cesse d'obtenir cette audience auprès donc de Pie XII en 44 et puis Jean XXIII en 59. Exactement. Et en 58, il demandera que la France soit bénie, une bénédiction solennelle. Alors c'est pas trop le cas en 44, à l'été 44, lors de la première visite à Rome, pour une raison très particulière, et les historiens y sont bien évidemment attachés, c'est le contexte, la contextualisation. Il gouverne quand même, il faut le rappeler, avec les communistes. Il y a aussi les socialistes, il y a les radicaux ou ceux qu'il en reste. Et tous ces gens avec qui il va être amené à gouverner, eh bien, il doit faire des compromis pour arriver à recomposer le paysage politique français. Donc, il ne peut pas aller trop loin. Il aurait voulu, en grande partie, reprendre certaines des mesures qui avaient été prises par le régime de Vichy et qui, je dirais, rétrogradaient par rapport à la loi de 1905. En particulier, on l'abordera sans doute tout à l'heure, par rapport aux écoles catholiques. Mais il ne pourra pas ici agir. La seule chose qu'il pourra faire, parce qu'il a un grand poids politique quand même, c'est de défendre le principe de l'école libre et d'empêcher
gauchers, tous ceux qui, parmi les socialistes et les communistes, voulaient carrément supprimer, interdire l'école libre. Alors, donc c'est au général de Gaulle qu'on doit le maintien au lendemain de la guerre, en partie au général de Gaulle. On y reviendra sur l'école libre, parce qu'on va évidemment parler de la loi Debré, mais pour terminer sur la période de la Libération, finalement, moi, ce que j'ai retenu aussi, c'est que la laïcité n'est plus vraiment un débat en 44-45. Ah non. La loi de 1905 est passée par là, elle est quelque part entrée dans les mœurs. Certes, la laïcité sera pour la première fois inscrite comme principe constitutionnel dans le préambule en 46, et d'ailleurs reprise en 58, mais finalement, c'est pas vraiment un sujet à la Libération. Non, il y a d'autres questions à régler, le redressement économique et social de la France, effectivement les problèmes d'épuration, reconstituer la classe politique, créer un corps de hauts fonctionnaires avec l'INA, enfin il y a bien d'autres sujets. La relation avec les États-Unis quand même, qui souhaitent faire en partie de la France une colonie. Donc il y a plein d'autres sujets à traiter qui sont pour le général de Gaulle absolument prioritaires. Mais il y a quand même, il faut le dire, en dépit de ce débat sur l'école, qui sera, je dirais, dans le second XXe siècle, en filigrane, ce qui sera la question un peu brûlante autour de la laïcité. Donc si on met celle-ci de côté, il y a une forme de consensus dans les milieux politiques, et j'en veux pour preuve que dans la loi de 1905, à aucun moment donné, le terme de laïcité et l'adjectif laïque n'apparaissent. Mais en revanche, pour la première fois dans le droit normatif et très très haut, puisque dans la Constitution, eh bien, laïque, à défaut du terme de laïcité, va faire son apparition dans une Constitution, la Constitution de 1946, celle de la 4e République. Le général de Gaulle n'est plus au pouvoir. À ce moment-là, vous savez qu'il a démissionné en janvier 1946, mais il a donné son accord, et le MRP, qui est le parti, on peut le dire, qui est sur la scène politique avant la fondation du RPF en 1947, le plus proche en fait de ces idées, Maurice Schumann quand même, l'homme de Londres, eh bien ont son aval pour négocier avec les autres forces politiques, eh bien la présence de la laïcité dans la Constitution. Elle apparaît à deux endroits. Dans le préambule, c'est l'idée qu'il y aura dans la République française une école laïque. On ne dit rien de l'école libre, mais ça veut dire aussi qu'on a réussi à la préserver. Et puis, dans le fameux premier article de la Constitution, où on parle bien d'une république démocratique, sociale, laïque. Donc voilà, elle est présente. Alors, pour terminer sur la période de la guerre et de la libération, un mot sur l'islam, parce que oui. Évidemment, dans l'armée française, il y a des soldats musulmans. Et puis par ailleurs, De Gaulle, il y a la période d'Alger, donc De Gaulle est confronté à la réalité aussi de l'islam. Est-ce que c'est un sujet sur lequel, qui conduit De Gaulle à avoir une attitude un peu différente Oui, alors là, il faut qu'on remonte un tout petit peu le fil du temps, parce qu'il faut qu'on revienne à la loi de 1905 et même un petit peu en avant à la loi de 1901, dont je vous parlais tout à l'heure sur les associations, puisque la loi de 1901 est extrêmement sévère par rapport à la religion musulmane, qu'il s'agit très clairement dans cette loi de contrôler, un peu comme on contrôle, je le disais tout à l'heure, les congrégations. Là, c'est les biens des mosquées que l'on surveille, tout ce qui se passe dans les mosquées, là où la loi de 1905 va être plus libérale. Alors le problème, et c'est que certains qui parlent de la laïcité dans les médias n'arrivent pas à concevoir, c'est qu'il y a le législateur, il y a la loi, il y a l'application de la loi, et concrètement, il y a une entorse à la loi, j'y consacre tout un chapitre dans mon livre, dans nos colonies, et en Algérie, qui est un cas un petit peu particulier, parce que, bien évidemment, on ne peut pas, pour les raisons que je viens de vous évoquer, la peur des mosquées et de ce qui pourrait s'y dire, eh bien, appliquer strictement la séparation des églises et de l'État. Et d'ailleurs, Clémenceau, ministre de l'Intérieur, attache une très grande importance à ce qu'on surveille tout ce qui s'y passe. Alors je dirais dans les années 1910-1920, il n'y a pas un souci, mais avec la montée d'un mouvement nationaliste, et en particulier avec l'association des oulémas qui est fondée au tout début des années 1930, ça va commencer à devenir un véritable problème, d'autant plus que Ferhat Abbas, quand il va devenir le grand leader nationaliste arabe algérien, eh bien va, alors qu'il est socialiste, va nouer une alliance un peu contre nature avec les oulémas pour essayer justement d'obtenir du colonisateur français un certain nombre d'avantages, peut-être même, qui sait, l'indépendance. Donc là, on est, si vous voulez, dans les années 30. Et le général de Gaulle regarde ça de très très près dès les années 30, nous le savons. Et encore plus, vous l'avez rappelé très justement,
quand il se retrouve à Alger. Et là, il y a une mesure véritablement très importante que prend le général de Gaulle, c'est l'ordonnance du 7 mars 1944, par laquelle il octroie la pleine citoyenneté française à toute l'élite algérienne, c'est-à-dire 65 000 personnes. Alors, pour certains d'entre vous, ça paraîtra trop peu, c'est beaucoup. Sachez que les gouvernements de la Troisième République, avec les accords Blum-Violette, avaient cherché à faire ça. Et très vite, il s'était heurté à un mur, le mur en particulier, des colons français, des pieds noirs, et ils avaient dû rétrograder. Le général de Gaulle, lui, ne cédera pas, mais malgré tout, bon, alors on dira, si on voit le verre à moitié vide ou à moitié plein, qu'après il est plus au pouvoir, donc il n'est pas fautif. Cette mesure ne parviendra pas à endiguer le mouvement nationaliste, la création du FLN, la Toussaint 54 et la guerre d'Algérie. Mais quelque part, De Gaulle a été plus fidèle à l'esprit de la loi de 1905 que la Troisième République des années 30, en définitive, puisqu'en allant assez loin quand même dans l'application du droit français métropolitain par rapport au droit musulman local. Enfin. Tout à fait. Je pense que sa présence à Alger est fondamentale là-dessus. Alors, il y avait des hommes très clairvoyants. Je citais l'accord Blum-Violette. Violette, c'est le gouverneur général en Algérie. Lui disait, il faut quand même se méfier, attention, mais lui aussi voulait appliquer en fait une mesure qui ressemblera fortement à celle qu'appliquera le général de Gaulle. Donc il y a des hommes quand même clairvoyants sous la Troisième République. Le général de Gaulle l'a été, indéniablement. Alors, je voudrais qu'on aborde maintenant la troisième période, qui est plutôt la période après la guerre, en particulier la période de la Cinquième République, mais peut-être un petit passage par l'époque du RPF, parce que ça explique aussi la suite, la loi Debré, etc. Exactement. Le RPF adopte quand même une position un peu je ne veux pas dire anti-laïque, mais enfin en tout cas très très favorable à l'école libre, qui est le grand débat qui revient sur le devant de la scène sous la Quatrième République. Le RPF s'affiche quand même comme un parti, je ne vais pas dire clérical, évidemment, mais enfin, qui est peut-être un petit peu éloigné des grands principes de la laïcité qu'on évoquait à la Libération. Vous avez entièrement raison, c'est le plus proche de ce qu'on pourrait... C'est pas un parti clérical, mais c'est, disons, le plus proche de ce qu'on pourrait imaginer être un parti clérical, à tel point qu'il sera l'aiguillon du MRP, qui était beaucoup plus modéré, pourtant c'est le parti démocrate chrétien, beaucoup plus modéré sur ces questions-là, pour des raisons aussi de politique, l'alliance avec les radicaux, etc. Et donc le RPF va jouer un rôle fondamental à l'instigation du général de Gaulle. Va être fondée par exemple une association parlementaire pour la liberté de l'enseignement, dont le RPF est le véritable porteur, et le MRP y participera aussi. J'aimerais citer aussi, je l'ai dans mes notes, l'allocution de Saint-Maurice du général de Gaulle en 1950 devant les cadres RPF. Je vous cite ça parce que... Alors là, c'est un conseil national du RPF à Saint-Maurice. Exactement. Je vous cite ça parce que c'est très intéressant. Alors je ne sais pas si c'est vrai. J'ai beaucoup d'érudits du gaullisme dans la salle, donc vous allez peut-être pouvoir me dire si c'est vrai. Il se trouve que, par le plus grand des hasards, j'ai donné, enfin c'est à moi qu'a donné, et à Arnaud Benedetti, Valéry Giscard d'Estaing, sa dernière interview politique avant de mourir. C'était pour le numéro d'hommage au général de Gaulle que nous avons publié dans la RPP. Oui. Où c'est fascinant, je vous invite à lire cet article. Valéry Giscard d'Estaing réécrit complètement l'histoire, et en particulier celle du référendum qui suit mai 68. Enfin bon, c'est absolument incroyable. Mais c'est pas ce que je voulais vous dire. Il nous a dit... Mais ça nous intéressera quand même. Ah, ça vous intéressera, je pense. On aura 5 minutes de complément tout à l'heure. Exactement. Et il nous a dit qu'en fait, il était dans la salle à Saint-Maurice avec sa maman, parce que sa maman était extrêmement gaulliste, et elle l'avait emmené, alors, je dis sa maman, bon, il avait déjà 17 ou 18 ans à l'époque, mais elle l'avait emmené... Madame May Giscard d'Estaing. Exactement. Et dans cette allocution, que dit le général de Gaulle, c'est très intéressant, nous sommes avant tout un pays chrétien, nous le savons depuis très longtemps, eh bien, nous n'avons pas besoin de nous méconnaître. Et ce qui suit, c'est une défense, en fait, de la place de la religion catholique en France. Et ça vous explique aussi pourquoi le RPF sera en pointe dans l'adoption des 2 lois de 1951, qui sont les lois Marie et Barranger, qui précèdent la loi Debré. C'est 2 parlementaires... c'est André Marie, qui était parlementaire de Bretagne, non, je sais plus. Non, je crois pas. De Nantes, oui. Et puis voilà. Et donc ces 2 lois, c'est l'extension au privé
des bourses et également les subventions aux familles ayant leurs enfants dans le primaire de l'enseignement libre. Donc vous voyez, ça va assez loin sous cette 4e République. Moyennant quoi, l'Église sera très hostile au gaullisme, et pour d'autres raisons. Oui, ça on va en parler sans doute. À cause de l'Europe, etc. Exactement. Alors, arrive 58, vous l'avez dit tout à l'heure, la Constitution reprend finalement le principe de laïcité inscrit déjà dans le préambule de 46. Mais si je puis me permettre, en défendant davantage encore la religion, c'est-à-dire que, enfin les religions d'ailleurs, c'est-à-dire que les croyants, les religions obtiennent des garanties en fait dans le préambule de cette Constitution, et cette fois-ci l'école libre aussi. Et qu'il y a une défense de l'école libre par sa non-mention, je dirais, en 1946, il y a une défense plus positive dans la Constitution de 1958. En même temps, dans son gouvernement en 58, et dans certains des membres éminents de son gouvernement qui ont été des inspirateurs, voire des co-rédacteurs de la Constitution, vous avez aussi des partisans affirmé de la laïcité. Enfin, un Guy Mollet, qui est ministre d'État dans le gouvernement du général de Gaulle, qui a une influence importante, notamment, on le sait, dans l'introduction de dispositions sur le parlementarisme rationalisé, tant décrié de nos jours. Guy Mollet, c'est quand même plus laïque que Guy Mollet, tu meurs. Enfin, donc, et là, de Gaulle est obligé quand même de faire des compromis. Mais je vais vous surprendre là, peut-être. C'est peut-être que Guy Mollet avait en tête un projet de concordat. Mais oui, un socialiste qui défend un concordat. Mais c'est l'idée. Alors Guy Mollet, président du Conseil. Ouais. Ah oui, c'est avant. Quelques années avant. Tout à fait. Mais c'est l'idée de revenir au petit Bercombe, c'est-à-dire de contrôler en fait une église dont on se méfie. Alors vous doutez qu'à Rome, ça va être très très mal reçu parce que on voit bien pourquoi il propose ça, mais également il va pas du tout être compris par sa base, Guy Mollet. Et notez qu'André Bouloche, dont on va sans doute reparler, qui est ministre de l'Éducation nationale du général de Gaulle, qui est SFIO, donc il appartient au même parti que Guy Mollet, avait aussi cette idée de concordat. Alors de Gaulle, tout catholique qu'il est, lui, je dirais, il a une vision plus laïque des choses. Il dit non, la laïcité permettra de préserver davantage les prérogatives de l'Église catholique qu'un concordat qui nous ferait reculer et qui mettrait une suspicion en quelque sorte dans l'Église catholique par rapport à l'État. Alors c'est là qu'on voit revenir très vite le sujet de l'école libre, puisque donc quelques semaines après même l'entrée en vigueur de la nouvelle Constitution, De Gaulle décide de lancer tout un travail. Il confie d'ailleurs la présidence d'une commission à Pierre-Olivier Lapie, qui est un dirigeant socialiste éminent. Un des premiers alliés au général de Gaulle. Et donc Lapie fait ce travail, ce qui lui vaudra d'ailleurs d'être exclu des SFIO, vous dites. Voilà. Et de ces travaux très importants vont naître la loi Debré, qui reste toujours aujourd'hui le cadre dans lequel s'inscrivent les relations entre les écoles privées et l'État. Mais vous dites aussi, finalement, c'est une loi qui d'emblée va susciter une contestation très forte et qui explique quelque part la fameuse loi, enfin le fameux projet Savary, qui va attendre la chronique après. C'est intéressant parce que avec le recul, on est tous plus ou moins partisans, mais avec le recul, on dirait que la loi Debré est une véritable réussite. Mais alors en son temps, elle a suscité une levée de bouclier à gauche. Vous allez comprendre pourquoi. Mais même parmi les catholiques, même parmi l'Église, vous allez comprendre pourquoi. Parce que là, on est au cœur de notre sujet du jour, la laïcité du général de Gaulle. Parce que en fait, dans son esprit, c'est du donnant. C'est-à-dire que, bien évidemment, on va financer l'école libre. On va aider les établissements confessionnels. On va leur donner donc de l'argent de l'État. C'est ce qui a, vous vous en doutez, beaucoup choqué à gauche. Mais à la condition que ces établissements confessionnels signent un contrat avec l'État. Et qu'en particulier, ils admettent parmi leurs élèves des enfants qui ne sont pas catholiques, qui appartiennent à toutes les confessions, voire qui soient athées. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il va y avoir un contrôle des programmes scolaires, ce qui ne se faisait pas avant dans les établissements privés. Et là, le général de Gaulle y tient. Et la troisième chose fondamentale, c'est que le corps enseignant lui-même sera certifié en termes, je dirais, de qualité professionnelle, mais aussi donc de compétences, mais aussi de programmes qu'ils inculqueront aux jeunes par l'État. C'est la création à côté du CAPES, le concours de l'enseignement qui avait été créé au lendemain
que vous connaissez tous de la Deuxième Guerre mondiale, du CAFEP, qui est le concours parallèle pour l'enseignement privé. Donc ça, c'est quand même très, très important. On peut dire avec un peu plus de 60 ans de recul, la loi Debré, qui est toujours en vigueur, est une réussite. Enfin, moi je dirais... Aujourd'hui, elle est plus remise en cause réellement. L'historien considère que c'est une réussite et je dirais, mes collègues historiens, quelle que soit leur sensibilité partisane, le considèrent. Mais alors, quelle levée de bouclier? Parce que, alors là, on est en plein mouvement social. Imaginez qu'il y avait eu un meeting de toutes les forces de gauche, de la Ligue de l'enseignement, également du comité d'action laïque qui avait été fondé au lendemain des lois Marie Ballanger en juin 1960, devant le château de Vincennes, 300 000 personnes présentes et le président de la Ligue de l'enseignement qui montre une pétition qui a été signée par 10 800 000 Français hostiles à la loi Debré. Alors je ne ferai pas de parallèle avec l'actualité. Le général de Gaulle n'a pas cédé, lui. Il a dit, voilà, je reste droit dans mes bottes, si j'ose dire. Alors, dernier point peut-être, on revient un peu sur des sujets de relations, et là il y aura peut-être des interventions dans ce sens dans la salle, les relations avec l'Église, puisqu'en définitive, on le disait, De Gaulle joue le jeu de la laïcité, il inscrit ce principe dans la Constitution, il a aussi autour de lui, dans son entourage, des ministres, y compris des gaullistes d'ailleurs, qui sont des farouches partisans de la laïcité, qui ne sont pas du tout favorables à des avantages excessifs à l'Église catholique. Bon, et cependant, et a fortiori le De Gaulle souverain, se considère quand même un petit peu comme le continuateur des rois chrétiens, quelque part. Exactement, et il se met à dos une partie des catholiques, mais aussi de la hiérarchie catholique. Vous évoquiez tout à l'heure cette question de l'Europe, parce que le MRP, lui, est très européen, hein, et donc le général de Gaulle, lui, c'est la France avant tout, la souveraineté française. Donc là, il y a un premier, je dirais, axe de crispation. Il y a le fait que en 1963, un autre mouvement social, décidément, on en évoque, c'est la grande grève des mineurs, où le général de Gaulle ne cédera pas non plus. Eh bien, la hiérarchie catholique défend la cause des mineurs, donc se retrouve en porte-à-faux. Alors, il avait d'ailleurs des relations très compliquées, en particulier avec Monseigneur Liénard. Oui. Qui était l'évêque de Lille, le grand patron du Nord appelé l'évêque rouge d'ailleurs. Oui, tout à fait. Et que ce soit sur les sujets sociaux ou les sujets de la guerre d'Algérie, puisqu'il y avait un engagement très fort de certains évêques ou de certains prêtres pour l'indépendance de l'Algérie, etc. On voit, il y a d'ailleurs des échanges qu'on a dans Lettres, Notes et Carnets, des échanges parfois un peu salés tout à fait. Entre De Gaulle et Monseigneur Liénard. Mais il y a aussi en 1964 la question nucléaire. Hein, là aussi, l'épiscopat va se trouver un peu vent debout. Et puis, en mai 68, plusieurs évêques se retrouvent du côté des manifestants contre le général de Gaulle. Monseigneur Marty, qui était l'archevêque de Reims, qui avait accueilli le général de Gaulle à 2 reprises à Reims. 62, en 62 et en 64. Et 64, pour le 50e anniversaire de la bataille de la Marne. Tout à fait. Et voilà. Et qui sera celui qui sera présent quand même aux obsèques du général de Gaulle à Notre-Dame, hein, ne l'oublions pas. Mais en mai 68, il vient d'être nommé. Il vient d'être nommé archevêque de Paris. Et il est quand même très très critique vis-à-vis de la manière dont le général de Gaulle conduit les choses en mai 1968. Donc vous voyez, la hiérarchie catholique n'est pas forcément favorable unanimement au général de Gaulle et continuellement. Alors les obsèques de Gaulle en définitive, parce que avant, sous la 3e ou la 4e République, enfin en tout cas sous la 3e, quand un chef de l'État ou un chef de gouvernement décédé, il n'y avait pas de funérailles à l'église. Enfin, je crois pas. Non. Alors, l'exemple, c'est vous citiez tout à l'heure Clémenceau. Hein. Clémenceau, il meurt à la fin des années 20. Il serait retourné dans sa tombe, lui. Non, ça n'en était pas question. Mais je dirais même Léon Blum, qui meurt, alors de mémoire, ça doit être en 1950. En 50, Léon. 50. Pas du tout d'obsèques religieuses. Vincent Auriol, premier président de la 4e République, pas d'obsèques religieuses non plus, en 1966. René Coty a dû avoir des funérailles. En plus, René Coty, vous me tendez une perche magnifique, puisque c'est celui qui rétablit, en fait, le fait que, le chef d'État français va recevoir son canonicat à Saint-Jean-de-Latran. Ah oui, alors expliquez-nous cette particularité-là, parce que c'est encore vrai aujourd'hui, le président de la République actuelle est chanoine de Latran. Chanoine de Latran. Alors là, ça nous renvoie à une pratique qui date, imaginez, de 1604.
et de notre bon roi Henri IV. Lorsque le roi Henri IV avait donné une abbaye, je ne sais plus laquelle, du Midi, en fait, au pape, et que le pape l'avait remercié en faisant un chanoine du Latran. Alors les rois de France étaient particulièrement fiers de chanoine honoraire, je pense. Chanoine honoraire, bien évidemment. La pratique était un peu tombée en désuétude sous la Troisième République, et c'est René Coty qui est très catholique, hein, qui va rétablir cette pratique. Et le général de Gaulle va bien évidemment embrayer, il va accepter cela. Alors après, par la suite, vous savez que, bon, selon la sensibilité de nos présidents, certains y vont et d'autres pas. Alors, vous dites Pompidou n'a pas le temps d'y aller, mais juste avant son élection, il va à Rome, il est reçu par le pape, la fameuse déclaration de Rome, à ce moment-là. Et puis après, Giscard n'a pas dû aller. Non, alors Giscard, non. Mitterrand, non. Mitterrand, non, il pouvait pas. Il aurait bien aimé peut-être, mais bon, il était un peu tenu par sa majorité. Il avait un peu peur. Sarkozy, on le sait, oui. Macron, oui. Hollande, non. Ouais. Alors, vous ne nous avez pas dit ce que Giscard avait dit là quand même. On change de sujet là, mais. Mais attendez, avant un petit mot quand même sur les obsèques, parce que. Oui, alors les obsèques. Alors Notre-Dame. Les obsèques. Je n'apprends rien à personne. Le général de Gaulle ne voulait pas de funérailles nationales, mais étant donné sa stature nationale en longitude dans notre histoire également et internationale, il était difficile de ne pas lui faire des obsèques nationales, qui plus est à Notre-Dame de Paris. Donc il y aura la petite cérémonie, bien évidemment, dans l'église de Colombey. Il y a les obsèques familiales, en fin de compte. Voilà. À Colombey l'après-midi, mais le matin, le gouvernement de Georges Pompidou a décidé d'organiser des funérailles à Notre-Dame de Paris. Un grand nombre de chefs d'État étrangers, à commencer par le président Nixon, et puis si la reine Elisabeth ne s'est pas déplacée, il y avait l'actuel roi d'Angleterre, Charles III, le prince de Galles, qui était présent, et puis tout un parterre de chefs de chefs d'État africains, etc., etc. Notez qu'à la suite du général de Gaulle, d'autres chefs d'État ont connu ce type de funérailles, à commencer, il n'avait pas été au Latran, mais par notre président Mitterrand. Et chose très intéressante, et c'est ce que je rappelle dans mon livre, notre président Chirac n'était plus président à ce moment-là, et la cathédrale Notre-Dame avait brûlé, et il aura pourtant une cérémonie équivalente à Saint-Sulpice. Oui, c'est très très intéressant. Il y a guère que le président Giscard qui lui n'aura pas à cause du Covid. Enfin, c'était à cause du Covid. Voilà, oui, peut-être dans une petite église. Voilà. Donc pourquoi? Parce que ça nous renvoie au caractère très monarchique de notre présidence sous la Ve République. Et la boucle est bouclée ici. Bien évidemment, nous sommes dans le cadre d'une laïcité, mais c'est une laïcité, vous le voyez, y compris au moment de la séparation des églises et de l'État, à géométrie variable. Alors donc, qu'est-ce que Giscard vous a dit dans ce dernier entretien avec Arnaud Benedetti? Il a dit qu'il était très gaulliste, qu'il avait toujours été... Il nous a dit qu'en 1968, il n'avait absolument pas été hostile au général de Gaulle, et qu'il n'était pas contre, en fait, ce que proposait le général de Gaulle. Ça me semble être une petite réécriture de l'histoire. Bien, écoutez, on va passer la parole à la salle. Je voulais dire 2-3 annonces, si je puis dire. D'abord, s'agissant d'Éric Anceau, parce que je ne l'ai pas dit en ouverture, mais on a beaucoup de chance d'avoir Éric Anceau ici à la Fondation ce soir, parce qu'il est sollicité de toutes parts, il est extraordinairement présent sur les réseaux sociaux et il a une activité éditoriale prolifique, puisque là, on a parlé d'un livre, mais c'est déjà pour vous d'histoire ancienne, il est de 2022, mais vous avez sorti il y a quelques semaines une histoire de l'impôt. Histoire mondiale des impôts. Mais j'étais pas le seul, on étions deux. Voilà, et vous sortez, je sais pas, c'est composé, je crois, aussi. Hein. Ça fait un triptyque avec les élites. Voilà, et vous préparez, donc vous en avez dit un mot tout à l'heure, donc une histoire de l'État, de la nation française. Donc là, c'est quand même un travail extrêmement ambitieux, et par ailleurs, vous réfléchissez à un travail sur l'État. Oui, alors là, si Dieu me prête vie à la retraite, peut-être. Je recollerai tous les morceaux de l'histoire de l'État. Sans parler de tous les ouvrages que vous avez publiés depuis nombreuses années, de nombreux ouvrages sur le Second Empire, etc., etc. Donc en tout cas, encore une fois, merci beaucoup. Quelques annonces aussi dans les prochaines conférences. Alors lundi, on a Éric Branca, qui avec l'Aigle et le Léopard, qui viennent sortir, je crois chez Perrin d'ailleurs, va nous parler de choses dont on parle pas forcément beaucoup chez les historiens, sur la
je dirais, la complaisance d'une certaine partie de l'élite britannique juste avant la guerre à l'égard des dirigeants nazis. Donc je pense que c'est une conférence qui sera tout à fait intéressante. On a aussi début avril une conférence de Jean-Louis Debré, et puis donc le 12 mai, je vous enverrai aux membres des amis peut-être une petite information, une petite invitation. On aura donc Alexandre Moatti qui viendra, donc Alexandre Moatti qui est membre de la Convention Charles de Gaulle d'ailleurs, et qui est par ailleurs un grand scientifique, un spécialiste de l'histoire des sciences, viendra nous parler de Gaulle et la science. Voilà, c'est un sujet qui avait donné lieu à un numéro d'Espoir il y a 12 ou 13 ans maintenant, et donc Alexandre Moatti qui est comme je disais, un grand spécialiste de l'histoire des sciences, mais aussi un grand connaisseur de l'histoire du général de Gaulle, viendra donc nous faire une conférence, une conversation un peu sur le modèle de celle de ce soir. Écoutez, en tout cas, merci beaucoup. Merci pour votre participation nombreuse, en dépit des difficultés de transport, et je vous souhaite donc une bonne soirée et vous dis à la prochaine fois.